C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français, on parle d'IA agentique. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast, Apple, Spotify. On m'a fait remarquer qu'on n'est pas sur Deezer. Je suis en train de travailler avec Deezer pour faire arriver le podcast sur Deezer. Si vous êtes fan de Deezer, excusez-nous. On va revenir sur Deezer. Pour le moment, vous pouvez aussi nous écouter sur le web, sur YouTube. Et puis, il y a des tas d'autres alternatives. On parle d'IA agentique. C'est un sujet très à la mode aujourd'hui. Avec Tiffany, que vous avez l'habitude maintenant de retrouver à mes côtés dans le podcast AWS en français, Tiffany Souter dans le groupe Developer Advocate chez AWS, et notre invité, c'est toi qu'on va mettre sur le grill, Fabrice, pour parler d'IA agentique. Tu es CTO, cofondateur d'une startup qui s'appelle Mindflow. Juste en deux mots, très rapidement, Mindflow c'est quoi? Et puis on passe sur le sujet IA agentique. Bonjour. Bien, Mindflow, en fait, c'est une plateforme qui va permettre aux grandes entreprises de forger les agents IA d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Ah, ça, c'est vraiment en deux mots, c'est très bien, c'est parfait. Alors, tu as dit, et je l'ai dit aussi, le grand mot de cet épisode, et un sujet qui est partout quand on parle de Generative AI pour le moment, c'est l'IA agentique. Comment tu définirais l'IA agentique? C'est quoi un agent d'IA? Alors déjà, on est parti des LLM il y a déjà quelques années. Et en fait, l'agentique va se différencier typiquement du LLM. Le LLM, c'est, on va dire, en esprit collectif, c'est du texte, alors que l'agentique, c'est vraiment la prise d'une action. C'est quelque chose qui va mener une action, une mission. Donc, c'est très variable. Les agents, évidemment, peuvent être très micro ou très macro, mais globalement, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait qu'un agent, c'est un processus qui va prendre des actions et déterminer à base d'un plan une mission. Voilà. C'est du code que j'écris ou que moi, développeur, j'écris qui permet d'agir sur le monde, là où l'LM restitue du contexte qu'ils ont engrangé dans leur phase d'entraînement. L'agent va aider un LLM à agir sur le monde, faire une réservation, aller rechercher des données en temps réel. C'est ça, oui. Je pense que le LLM, moi, la meilleure définition que j'ai aimée, c'est, je pense que c'est le cofondateur d'OpenAI, je crois qu'il a dit dans un truc, c'est je lis un livre à suspense, je lis le premier chapitre, et en fait, je vais deviner, prédire la fin du bouquin. Voilà. Et ça, c'est le LLM. Et donc, c'est vraiment purement texte. Alors que la partie agentique, évidemment, c'est ce qu'on appelle du text to action ou du large action model. Donc, par opposition au LLM, c'est du LAM. Et donc, c'est la capacité, évidemment, avec la même technologie, toujours la génération de texte, c'est d'aller ingérer du code, des API qui vont permettre de mener des actions pour remplir la mission que le prompt utilisateur a donnée. Je t'ai vu tiquer quand j'ai dit moi développeur j'écris du code. Il faut peut-être pas écrire du code quand on fait des agents. C'est ça qui t'a fait réagir? Disons que oui, on peut en fait la partie agentique, on le voit dans les IDE, on peut générer du code avec des agents. Il y a deux approches en fait sur l'agentique. Il y a l'approche que j'appelle moi try and fail, c'est-à-dire que ça c'est je suis dans un IDE, je vais générer du code, donc je vais utiliser un agent, un mode agentique qui va boucler et qui va me générer le code jusqu'à ce que le code soit bon. Ça, c'est l'approche try and fail dans le sens où il n'y a pas de risque. Je génère du code. Enfin, le risque, c'est de faire la QA, évidemment, à la fin du code. Ça compile pas. Voilà, exactement. La deuxième approche, c'est vraiment d'avoir au run, c'est-à-dire d'avoir des agents qui vont opérer des actions pendant le run, peut-être même en générant du code à la volée, pourquoi pas. Oula, ouais. Mais voilà, donc là, c'est tout l'enjeu, je pense, de l'agentique qui est quand même situé aussi sur cette partie-là. Tu peux donner quelques exemples très concrets de ce qu'on peut faire avec des agents aujourd'hui? Ouais, par exemple, nous, on opère dans la cybersécurité. Dans la cybersécurité, il y a ce qu'on appelle une levée de doute. Imaginons que tu es employé d'une société et puis tu t'es connecté à un endroit un peu exotique. Il y a une alerte qui est remontée dans un SIEM, par exemple. Et donc, on va vouloir, et c'est ce que font les opérateurs aujourd'hui, lever le doute sur le fait que c'est bien toi qui es connecté. Ça, on peut le faire avec des agents, un ensemble d'agents. On va orchestrer des agents qui vont faire ce que tu faisais à la main, aller vérifier que l'adresse IP est dans le bon pays, aller vérifier que sur un EDR, par exemple, ta machine, ton laptop est bien à l'endroit où il doit être situé, etc. Et donc, ces agents vont pouvoir, en fait, aller opérer des actions sur ces outils
qui portent beaucoup de noms d'acronymes dans la tech, donc des CIEM, des EDR, de la CTI. Oula. Et donc ces agents vont pouvoir Oui. aller stimuler ces outils Mhm. pour en retirer la donnée et donc interpréter la donnée. Et là où c'est intéressant, évidemment, c'est qu'on est sur une base de LLM, et donc la donnée qui va transiter dans le LLM va pouvoir être évaluée. On va pouvoir faire des évaluations de risque, etc., qui vont plus être des règles simples, déterministes. Si l'âge du capitaine est supérieur à ça, alors je fais ça. Ça va plutôt être des évaluations de risque beaucoup plus complexes. Voilà, donc on peut aujourd'hui, concrètement, faire ce qu'on appelle des agentic workflows, enfin, plusieurs noms, qui vont permettre de aider, déterminer, avec l'humain dans la boucle évidemment, sur des actions de ce type-là. Voilà. Lever de doute dans la cyber. Évidemment, dans l'IT, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de use cases. Et du coup, dans le cadre de la sécurité, enfin, dans cet exemple concret, est- est-ce qu'il y a comment dire, des garde-fous qui sont mis en place pour checker en fait si l'interprétation qui est faite est juste euh, C'est tout le challenge aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais de try and fail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs qui utilisent les LLM pour générer du code. Donc là, on va vérifier que le code répond à la mission qu'on lui a donnée. Le problème du run, sur l'exemple que je viens de donner, c'est que là, on est en production. On est directement en production. On a des agents qui vont effectuer des tâches comme les humains les effectueraient. Et donc, la question, souvent, c'est de savoir quel est le degré de fiabilité par rapport à un humain qui ferait les mêmes tâches. Est-ce qu'il est meilleur ou pas? Euh, Aujourd'hui, je pense que l'ensemble du marché, on n'a pas la prétention d'être à 100% de fiabilité. Moi-même, évidemment, j'aurais une approche différente si je faisais, je sais pas, la protection d'une centrale nucléaire ou la protection Mm. d'un processus marketing. C'est pas la même chose, donc c'est un peu différencié. Et l'un des challenges, effectivement, c'est la QA. Il n'y a pas de solution magique aujourd'hui. Il y a beaucoup de garde-fous à mettre en place. Ça va être du filtrage de données, voilà. Mais je pense que par rapport à Mindflow, notre approche là, sur cette partie-là, c'est que en fait, on va donner les moyens à l'IA de faire des actions. L'idée, c'est de ne pas lui donner tous les pouvoirs. Voilà, on n'est pas dans T2 avec Skynet. On va pas donner l'API qui lance les missiles. Tout de suite, on va lui dire voilà, je vais te donner que les API à travers, par exemple, du MCP dont on parlera peut-être plus tard. Je vais lui donner uniquement les actions qu'il est capable de faire. Du coup, on va restreindre son champ de jeu. Et je pense que la technique, l'une des techniques divisées pour mieux régner, s'applique aux agents comme dans une entreprise. On va avoir des spécialistes dans une entreprise. Sur les agents, on va avoir des agents qui sont micros, qui vont effectuer une toute petite partie de la mission. Ça va permettre d'améliorer la fiabilité globale. Voilà. Mais il n'y a pas de bonne réponse à tes Ouais, questions. il y a différents types d'agents. Il y a des agents qui vont orchestrer d'autres agents, et puis des agents qui vont faire des tâches spécialisées. J'ai envie de faire ma minute vieux con, et mes cheveux blancs me permettent de faire ça. Je suis dans l'IT depuis plusieurs dizaines d'années, plus de 30 ans, et l'orchestration de composants métiers, c'est quelque chose que j'ai vu revenir toujours sur le tapis, encore et encore et encore. Alors quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, ça s'appelait Corba, après ça s'appelait JB, puis on a parlé microservices, maintenant on parle d'agents. Pour moi, l'approche est la même. On a un peu mis des couches pour que ça soit plus facile à utiliser. Ici, un agent, on va l'invoquer avec une description en texte, en natural language. Mais est-ce qu'on parle de la même chose? Alors déjà, je partage les mêmes cheveux blancs avec toi. Euh, Bienvenue au club. Donc la réponse est nuancée. Effectivement, on a tendance à sans cesse réinventer finalement les mêmes concepts. On le sait, quand on était développeur comme moi dans les années 80 et qu'on est développeur aujourd'hui, en fait, les concepts n'ont pas tant changé que ça. Effectivement, on fait des modules. Donc avec les agents, on va retrouver ce principe de modularité, de planification, d'orchestration. Pour avoir vu de nombreux moteurs de workflow sur le marché, euh, C'est à ça que je depuis, pensais depuis quand 30, t'écoutant parler. Ouais. voilà, Mhm. depuis 30 ans. Alors, qu'est-ce qui a changé en fait? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils à l'échelle avec des API, un écosystème d'API qui fait que les outils peuvent interopérer, difficilement quand même encore, même si justement chez Mindflow, c'est notre métier. Mais on a quand même cette APIification qui permet maintenant aux outils de collaborer entre eux. Et l'avantage des agents, c'est justement d'être sur de la donnée déstructurée, d'être plus Mhm. flexible que des développements déterministes. Et donc, cette partie agentique, elle est particulièrement intéressante sur ça. Et il y a vraiment cette dimension nouvelle qu'il va y avoir de la flexibilité jusqu'à l'interface graphique qu'on peut générer
à la volée. Et donc, je pense que c'est ça qui change. Et en même temps vient les travers et la difficulté, le challenge dont on parlait juste avant, c'est-à-dire comment je m'assure que tout ça est fiable. Là, l'enjeu, il est beaucoup plus difficile que ce qui s'est passé. Voilà, un workflow déterministe, bon, on peut le qualifier, même si c'est douloureux parfois. Un workflow qui est exécuté en fait sur la base d'un prompt, parce que quelque part, c'est ce que je disais il y a quelques années quand on a commencé Mindflow. Le moteur de workflow et le moteur d'AI, en fait, c'est la même chose en réalité. Le langage de programmation naturel, c'est un workflow. Et donc, on va l'exécuter. Mais son exécution, elle est pleine de challenges. Et bien justement, quels sont ces challenges? Alors, tu l'as dit, c'est vérifier la validité des données retournées à cause de l'aspect non déterministe des réponses des moteurs de LLM, enfin des modèles de LLM pour être précis. Quels sont les principaux défis quand on veut développer une solution basée sur des agents IA? Ouais, je pense que le premier, c'est la prédictabilité en fait. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on aime bien les choses qui sont déterministes, carrés, etc. Là, on n'est plus du tout dans ce cas-là. On est comme quand on demande à l'un de ses collègues est-ce que tu peux me faire ça, des fois, on s'aperçoit qu'au bout du compte, il n'a pas fait exactement ce qu'on pensait qu'il allait faire parce que l'outil de communication, le langage naturel, est évidemment beaucoup plus riche qu'un langage structuré comme du code. Et du coup, les attentes qui sont derrière ne sont pas les mêmes. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on le sait, très concrètement, on utilise des modèles, on va changer des prompts. Et il y a des effets papillons. On va changer un prompt, on va mettre une virgule en plus ou quelque chose et ça va changer l'output. Et ça, c'est un gros défi. Je vais donner un exemple concret, mais par exemple, j'ai fait quelques workflows agentiques pour générer des messages Slack. Et sur Slack, on a un format particulier qui s'appelle Slack Block Kit. Et donc, on veut générer des choses avec de l'italique, du gras, etc. C'est un enfer au niveau du prompt, en fait, de lui indiquer les choses, parce qu'il suffit vraiment de quelque chose qu'on change et que, du coup, le message, en fait, ne va pas utiliser le bon style, avec du markdown qui n'est pas le même format que celui qui est attendu. Donc, le prompt est vraiment l'instrument premier, d'abord, de la qualité de l'output. Et c'est difficile de le maintenir dans le temps, parce que les modèles vont changer. Quand on upgrade un modèle à un autre, c'est un peu comme les gestions de dépendance. Donc, là encore, on réinvente rien. On va mettre à jour un modèle, en fait, c'est comme si on mettait à jour la dépendance GitHub et que d'un coup, le code a changé. Tout à fait voilà, le code a changé. Voilà. Donc, petit spoiler, je pense que dans l'avenir, on va avoir des agent engineers dont le métier, ce sera de maintenir cette fiabilité à l'échelle, notamment pour les processus opérationnels. Je reviens à mon analogie de vieux con. Un des challenges qu'on avait avec les microservices et tous les composants distribués avant, c'était aussi, il y en avait deux, qui était la discoverability, la découvrabilité, comment je sais ce qui est disponible. Je me souviens en XML, il y avait XML Registry et des choses qui n'ont jamais abouti après. Comment on découvre les agents qui sont disponibles? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'App Store de l'agent. En tout cas, il y a des choses naissantes. OpenAI a essayé. Un petit peu avec les GPT, c'est un certain succès. On voit sur certaines plateformes dans les entreprises qu'effectivement, il y a un petit peu de la viralité. Il y a des gens qui vont se créer et personnaliser on va peut-être pas appeler ça des agents, mais en tout cas des prompts, des batteries de prompts. Mais cette discoverabilité, effectivement, elle est hyper importante. Et je pense que MCP s'inscrit aussi dans ce cadre-là, dans une certaine mesure. C'est comment je standardise en fait la capacité de faire de la découverte des agents, etc. Sur l'APIification dont on parlait tout à l'heure, on a fait un peu le job, même s'il n'est pas complet. C'est-à-dire que les équipes de développement connaissent bien ça. Ils ont fait des schémas OpenAPI, voire sur d'autres supports, mais ils ont commencé à standardiser les choses. Ça n'a pas complètement pris, tout le monde ne fait pas ça, mais ça permet l'interopérabilité des choses et je pense que on est au tout début sur la partie agentique, il manque encore pas mal de choses, pas mal de prérequis pour ça. Une fois qu'on a découvert les agents, c'est une première étape, si on arrive à le faire. Après, il faut qu'ils se parlent encore, que l'output de l'un puisse être passé à l'input du suivant. Avec des API, je vois très bien comment on fait. Tu as cité OpenAPI comme standard, où on dit, valeur, tel type, etc. Comment ça marche avec des agents? Comment est-ce qu'on les enchaîne? Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, tu vas à la mairie, tu vas renouveler ton passeport et tu vas discuter avec une personne. Finalement, tu as un contrat d'API avec cette personne, une interface.
elle est semi-structurée, cette interface. La personne va te recevoir et va te demander, OK, nom, prénom, date d'anniversaire, et cetera. Donc, avec les agents, c'est pas forcément, différent. Je veux dire, effectivement, on peut penser données déstructurées, mais les données structurées ont aussi leur importance, comme elles ont leur importance entre humains, hein. Quand tu remplis un formulaire, tu as de la donnée structurée. Donc il y a des échanges qui sont structurés. Pourquoi? Parce que, bah, ça améliore la communication. La personne, quand elle te demande ton nom et ton prénom, évidemment, si tu as 2 prénoms, comme ça arrive pour certaines personnes, il faut qu'elle puisse le distinguer. Et pour les agents, le principe est le même, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que la donnée structurée, elle a encore, une belle vie devant elle, pour la fiabilité des agents. Les agents communiquent entre eux avec des formats structurés, du JSON, des CSV, des XML, et cetera. Et quand on revient sur ces supports, on a, en tout cas à ce jour, une meilleure interaction entre les agents. Pour autant, je crois beaucoup, à ce que j'appelle les API conversationnelles. C'est en gros les API de demain. Hem Aujourd'hui, les interactions entre les outils sont basées sur des API, structurées, prédéterminées. Il est possible qu'il y ait des agents qui puissent, parler entre eux sans tomber dans la science-fiction, mais sur la base d'API conversationnelles, donc vraiment de messages, «Fais ci, fais ça, stop telle machine». Bah, au lieu d'avoir une API, qui dit, «Stop la machine avec, tel nom de machine, telle IP», et cetera. On peut imaginer effectivement des API de type, beaucoup plus, haut niveau en langage naturel. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, revenons sur terre, la structuration des données, ça permet d'améliorer, les interdépendances entre les agents, ouais. Et la fiabilité dont tu parlais aussi. La fiabilité, ouais, bien Mhm. sûr, bien sûr. Et, et en fait, du coup, les agents, comme c'est ultra récent, et puis surtout les workflows agentiques, ça reste très récent aussi. Il n'y a pas encore vraiment d'architecture standard pour les, comment dire, pour les faire collaborer entre eux. Qu'est-ce que toi, tu préconiserais plutôt des agents qui communiquent à la chaîne l'un après l'autre et puis ils font tous une action qui se met à la chaîne, ou alors un qui est un orchestrateur et qui va communiquer avec des agents qui sont isolés et chaque agent vont faire des actions différentes. Je te pose la question parce que quand moi je code mes workflows agentiques, je trouve pas de standard réellement, donc c'est à nous de tâtonner un peu. Qu'est-ce que toi tu préconises? Il y a pas de bonne réponse. En fait, tout va dépendre de ton besoin, et de la capacité, déjà à l'élaborer, à élaborer les prompts nécessaires et puis, à arriver à la mission, que tu veux atteindre. Donc, il n'y a pas la même complexité à faire un traducteur, anglais-français et un agent qui assure la cybersécurité complète d'une entreprise. Donc, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Il y a, le séquençage linéaire, par exemple, de prompts, et qui est pas, enfin, moi, je conseille aux développeurs, quand vous avez des processus qui sont simples, bah, n'allez pas chercher, un orchestrateur, hyper complexe, vous enchaînez, 3 prompts. Si ça doit appeler A, B et C, ben, ça suffit de faire ça. Pour autant, vraiment sur la valeur, que peut dégager un système multi-agent, évidemment qu'on a, des supports, il y a des standards naissants un petit peu, en tout cas des techniques naissantes, React, à ne pas confondre avec le React, front-end, hein, mais qui est Reasoning Acting, où là, on va alterner un raisonnement avec des actions. Hem, mais évidemment, c'est plus compliqué en termes de vérification, d'objectifs, et cetera, d'où l'importance d'ailleurs, hein, au passage, de l'observabilité de tout ça pour les humains, tant qu'ils restent dans la boucle, qu'on puisse vérifier que les attentes sont remplies. Donc, voilà, séquençage linéaire, je pense que moi, je crois beaucoup, dans un premier temps, à des workflows, un peu hybrides, avec, des agents qui délèguent à des agents. On a défini chez nous un tiers 1, tiers 2, tiers 3. Tiers 3, ça va être un agent qui connaît un outil, qui est spécialiste d'un outil, par exemple, un spécialiste Jira ou un spécialiste GitHub. Il va connaître Mmh. parfaitement l'API ou le MCP de GitHub. Il va pouvoir opérer des actions vraiment, je veux dire, de très bas niveau, et après construire les couches du dessus. Donc je pense que tout comme on le fait, voilà, on écrit un soft, on crée des classes, on crée des sous-classes, on fait de la componentisation, de modulaire. Bah, je pense que la vérité immédiate aujourd'hui, c'est effectivement cette modularité qui est, enfin, voilà, Mmh. c'est la vraie ingénierie, De qu'on fait code, de aujourd'hui. design, ouais. Exactement, de Ouais, design. c'est intéressant, c'est comme en fait, c'est comme recréer une équipe, d'humains quoi, mais experts dans chacun de leur domaine et puis, c'est marrant. Ouais, je me déteste quand je prends l'analogie avec notre équipe, mais c'est souvent le cas, en fait.
Alors, on humanise un peu ces agents, mais oui, c'est pas très différent finalement des interactions de spécialistes dans une équipe qui vont collaborer pour atteindre une mission, hein. C'est un nouveau job dans les entreprises, ARM, Agent Resource Manager, comme il y a Human Resource Manager. C'est ça. Non, mais je crois beaucoup les agents engineers au-delà de la plaisanterie. J'y crois beaucoup, hein. Je pense que c'est un nouveau job qui va se dégager, ouais. Où est-ce qu'on les déploie, ces agents? Dans le cloud. Ah, évidemment. What else? Non, mais sérieusement, on a dit ce sont des pièces de code. Donc effectivement, je sais, ma question était un peu bateau. Sur n'importe quel service de compute, ça peut être des virtual machines, des containers, des fonctions lambda. Mais est-ce que tu vois chez Mindflow ou chez les clients, qu'est-ce qui se fait maintenant? Quel est l'état de l'art en 2025? Bah, déjà, l'enjeu pour les grandes entreprises, c'est l'enjeu sur la donnée. Évidemment, il y a souvent, quasiment tout le temps, on rencontre ces problématiques. Où vont mes données? Est-ce que le LLM va traiter ça? Et évidemment, par-dessus ça, il y a les enjeux géopolitiques aussi actuels. Donc, le premier enjeu, c'est centralisé versus décentralisé. On peut éventuellement imaginer effectivement des agents at edge, etc. Mais je pense que naturellement, aujourd'hui, les grandes entreprises ont envie de déployer leurs agents dans un périmètre sécurisé à l'échelle. Et proche de leurs données. Et proche de leurs données, voilà. Donc, chez Mindflow, c'est un peu ce qu'on fait. On aide dans cette picture-là à sécuriser le silotage de ces données. C'est là où effectivement Bedrock nous aide beaucoup aussi, hein, d'assurer effectivement la non-porosité des données entre nos différents clients et sur le traitement. Donc les enjeux d'aujourd'hui sont là. Pour autant, avec MCP, il y a aussi cette émergence de déployer des agents, peut-être en partie décentralisés. Il y a quand même une grande question, c'est est-ce que les éditeurs logiciels vont faire chacun leurs agents et après il va y avoir l'orchestration par-dessus qui va orchestrer ces agents, ou est-ce que c'est une plateforme qui va, elle, avoir la propriété des agents? C'est pas évident de répondre à ça. Si on fait le parallèle avec les App Store, est-ce qu'on déploie toute l'économie agentique sur une seule plateforme, ou est-ce qu'elle est décentralisée? Aujourd'hui, il n'y a pas complètement la réponse. Je pense que la réponse sera nuancée de toute façon. Et il ne faut pas oublier un paramètre, c'est que la différence par rapport à l'App Store, c'est que chaque agent va être personnalisé pour les entreprises. Ils ont besoin du contexte de l'entreprise. Ils ont besoin de déployer ça en privé, comme on le fait avec des applications aujourd'hui en privé aussi. Et donc, du coup, il y a comment je donne accès aux données privées, au contexte. J'y crois pas. Enfin, je reviens avec mes trucs de vieux con, mais on a déjà essayé de résoudre ce problème depuis 30 ans. UDDI et des choses comme ça. On avait déjà cette vision de dire je vais faire un catalogue de business services et les différentes organisations dans mon application pourront juste assembler des business services existants créés par d'autres branches de la même entreprise. Je parle au sein d'une entreprise. At scale, ça marche pas. Est-ce que tu crois qu'il y a plus de chances que ça marche avec les agents qu'avec les autres technologies d'avant? Non, je n'ai pas la prétention de dire que ça marchera plus, mais c'est aussi bien pour nous et pour les futurs agents engineers. Il y a des gens qui vont coder 40 fois le même agent, parfois au sein de la même entreprise. Est-ce que c'est grave? Oui, bien sûr. Derrière, on brûle quand même de l'énergie avec tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut éviter autant que faire se peut d'envoyer trop de données, etc. Donc, il y a quand même cette question-là aussi. Mais oui, je pense que tu as raison. Aujourd'hui, tu cherches un agent traducteur anglais-français sur les plateformes on va en trouver plein. LLM, tu vas en trouver 200. Voilà. Et on ne va pas éviter effectivement que les gens développent des agents qui font la même chose et on ne va pas savoir choisir. Et puis après, c'est là du marché. On va mettre les agents en compétition, leur fiabilité, c'est les nouvelles applications en fait. C'est le GitHub des agents en fait. Après, je pense que pour les agents, c'est compliqué parce que il faut quand même, en général, on a un besoin particulier qui est très spécifique à notre use case. Et du coup, l'agent, il faut quand même qu'il soit, on va dire, Custom, finely tuned, voilà, pour notre cas. Mais par contre, ce qui va se passer très certainement avec MCP, c'est les tools. Et ça, ce sera très intéressant de voir que les tools, je pense que eux, il y a une place pour avoir une espèce de marketplace. Un app store de tools. Effectivement. Exactement. Où en fait, tu as ton agent custom
mais c'est lui qui va chercher le tool qui est intéressant pour la tâche qu'il veut faire. Allez, Et t'as ça, lancé je le pense gros que mot, ça va on être. va embrayer sur MCP, parce que Fabrice t'a déjà mentionné Oui. MCP, et je sais que c'est le serpent de mer dans cette conversation, ou the elephant in the room, comme on dit en anglais. C'est le truc qui fait le buzz depuis quelques semaines. Là, on enregistre cet épisode fin mars. Il y a eu des news d'OpenAI récemment à ce sujet-là aussi. Fabrice, d'abord, c'est quoi MCP et comment on le raccroche à toute la conversation qu'on vient d'avoir? Bien sûr. Alors déjà, on l'a dit au début, hein, il n'y a pas d'agent sans outils. Ok. Sinon, c'est du LLM, c'est du texte, etc. À partir du moment où il y a des outils, il y a un truc très simple, c'est comment, dans les années 80, comment j'ai commencé à connecter mon imprimante à mon ordinateur. Comment Pour un parallèle. agent, voilà, exactement. Comment je connecte ça. Donc, je pense que sur MCP, en fait, donc le MCP, c'est un standard ouvert, en fait, qui a été défini par Anthropic, donc qui est le propriétaire du LLM Cloud, mais qui est un standard ouvert. Novembre 2024, hein, juste pour mettre C'est les ça. choses ça fait 5 mois à l'heure où on C'est parle. ça, Mhm. ça buzz. Et qu'est-ce que ça adresse comme problème, en fait? C'est le câble qui relie mon imprimante à mon laptop. C'est la même chose. C'est comment je relie mon agent à ces outils. Et donc, il y a le parallèle qui est fait avec l'USB-C, hein, c'est l'USB-C de l'AI. Et je pense que c'est un bon parallèle. C'est vraiment un protocole qui va servir à exposer du contexte et des capacités à des tâches agentiques des clients. Autrement dit, j'ai mon IDE, Cursor, Windsurf, Amazon Q, etc. Et je vais pouvoir connecter des outils avec le même protocole. En gros, on a réinventé les drivers d'un système d'exploitation. Ah, Le système génial. d'exploitation, c'est les agents, et les drivers, c'est les serveurs MCP. Voilà. Mais il y a quelques challenges associés à ça, bien sûr. Dans MCP, donc il y a la communication entre le client et le serveur qui est définie, mais il y a ce concept de client et ce concept de serveur. Donc, est-ce que je peux résumer en disant que le client, c'est l'agent, c'est lui qui va interagir avec le LLM, recevoir des instructions, etc. Et le serveur, c'est celui qui fournit une tâche spécifique. Tu as parlé d'agent GitHub ou d'agent, je sais pas moi, Salesforce ou autre. Ça, c'est plutôt le MCP serveur qui fait ça. C'est une bonne vision des choses? Exactement. Sans oublier une propriété, c'est que Mhm. ton serveur MCP, eh bien, l'outil qu'il met à disposition, ça peut être aussi un agent, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Après, on peut faire du Voilà. méta et faire des couches. Exactement. Mais oui, c'est exactement ça. Le client va être ton client agentique et va utiliser MCP pour aller attaquer un ou plusieurs outils. Tant que j'ai pas encore codé et mis la main sur un client et un serveur MCP, ce que j'ai pas encore fait là fin mars, mais c'est dans ma to-do list pour la semaine prochaine. C'est quoi le workflow, les échanges entre les différentes pièces de code dans ce scénario-là? Imagine que j'ai un agent et un MCP serveur qui peut me donner le cours de la bourse. Par exemple, en temps réel. Ça, c'est mon MCP serveur. Et puis moi, je suis un utilisateur de l'autre côté, j'ai une interface de chat et je dis, c'est quoi le cours de l'action Amazon aujourd'hui? Quel est l'enchaînement entre tout ça dans le monde MCP? Déjà, il y a une configuration qui va s'opérer au niveau du client. Tu vas devoir déclarer le serveur, enfin, le ou les serveurs MCP que tu mets à disposition de ton client agentique. Et ensuite, il va s'instaurer un petit peu un handshake, on va dire, entre le serveur et le client. Le serveur va dire au client, voilà les capacités que j'ai à disposition, est-ce qu'elles te sont utiles, etc. Après, il y a toute l'intelligence client, hein, de comment je vais utiliser le serveur MCP, le LLM éventuel qui va opérer ça. Et donc, il y a un protocole qui a été défini, qui fait partie de MCP, qui va permettre ces échanges en disant, liste-moi les ressources, liste-moi les outils, je te donne la liste des outils, voilà ce qu'ils font, etc. Et de l'importance du contenu là-dedans, parce que MCP, c'est le tuyau, mais on va faire passer du contenu dedans qui sont les noms des ressources, les noms des outils, leur documentation, les prompts aussi d'exemples qui vont pouvoir être utilisés, etc. Et donc, ça va permettre effectivement à un client, ça peut être un IDE, évidemment c'est mon environnement favori, hein, mais qui va permettre à l'IDE de dire, ok, tiens, je suis dans une plateforme IDE et on va interroger du MCP, je vais avoir configuré les serveurs MCP qui m'intéressent, les piocher, les configurer dans un fichier, hein. Et à ce moment-là, je vais pouvoir par exemple connecter mon IDE à ma base de bugs, par exemple, ou mes logs. Imaginons, je ne l'ai pas fait, mais je suis en train de développer sur AWS, j'ai déployé des lambdas, ça crache des logs dans CloudWatch,
Et puis, je suis dans mon IDE favori, je suis en train de faire du LLM. Et là, je lui dis, écoute, j'ai un bug en prod, là, ou dans mon staging. Et regarde dans CloudWatch les choses. J'ai même peut-être pas besoin de lui dire, regarde dans CloudWatch. Je vais lui dire, j'ai un bug dans ce morceau de code. L'IDE va savoir qu'il a un serveur MCP qui lui permet d'accéder au log. Le serveur Par MCP la de CloudWatch, configuration. exactement. Le serveur MCP de CloudWatch va lui dire, eh ben, écoute, tu peux lister les logs, tu peux récupérer la data, tu peux faire des recherches, etc. Et donc, le client, mon IDE, va être capable d'aller interroger en live CloudWatch pour déterminer si le bug a été fixé ou pas. Et donc, dans ce cas-là, le MCP client, c'est l'IDE lui-même. Et c'est lui qui va parler au LLM. Donc, ta question, débug-moi ceci, va être envoyée au LLM avec la liste des outils qu'il a reçus du serveur. Et c'est le LLM qui va répondre en disant, utilise cet outil-là. Mais il faut quand même, donc, au niveau du client de l'IDE, écrire du code pour invoquer cet outil-là. Et c'est là qu'MCP rentre en jeu, parce que l'invocation de l'outil est standard. Ça ne sera pas une fois de l'HTTP REST, une fois un outil local à tourner, une fois du Corba. Si on a encore des gens qui font du Corba. Mais enfin voilà, c'est un tuyau standard. D'où ton analogie de câble USB. Exactement. Du coup, le client, effectivement, est neutre et va toujours invoquer de la même façon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complexité. La complexité, elle va être derrière le serveur. Le serveur MCP lui-même va devoir faire exactement ce que tu dis, c'est-à-dire faire du Corba, du JSON RPC, etc. Lui-même, et va devoir agréger et porter une certaine valeur, parce que c'est lui qui va orchestrer peut-être plusieurs appels d'API à l'éditeur en face. Oui, s'il veut chercher dans des logs CloudWatch, il doit utiliser l'API de CloudWatch, retrouver tous les logs, peut-être utiliser OpenSearch, faire des recherches, peut-être lui-même invoquer un autre large language model pour faire le tri, la classification des données. Oui. Exactement. Et donc, il y a cette difficulté à comment je code ces serveurs MCP, comment je les maintiens à l'échelle, etc. De notre côté, en MCP, on trouve ça une super opportunité. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a à maintenir les serveurs MCP. Il va falloir les administrer, les déployer à l'échelle, etc. Et c'est là où l'écosystème d'API est important aussi. Nous, on a beaucoup misé aussi sur, en complément de MCP, venir faire de la discoverabilité des API, etc. pour éviter d'avoir à coder 40 fois le même serveur MCP, quoi. Ouais. J'ai pas encore regardé le protocole MCP en détail, mais il y a de l'authentification, de l'autorisation. Ouais, il y a des mécanismes d'authentification, mais là encore, c'est pareil. Il y a des choses qui sont un peu en friche et sur lesquelles on peut rajouter des choses. Il y a déjà, au niveau de tout ce qu'on a fait au niveau API, il y a déjà des choses. Moi, quand j'ai vu MCP la première fois, j'ai eu un peu un mouvement de vieux en disant, ouais, bon, ok, en fait, ça standardise le truc, mais en fait, ça gomme finalement ce qui existait déjà au niveau API. Il y avait eu des tentatives, notamment chez OpenAI, pour se baser sur de l'OpenAPI, etc., pour faire cette même mission. Et quand MCP, au début, j'ai regardé ça, je dis, ouais, bon, en fait, bon. Et en fait, quelques semaines après, quelques mois après, là, on en parle maintenant aujourd'hui, ça a beaucoup buzzé, mais il y a quand même toujours cet inconnu sur comment je vais élaborer, distribuer ces drivers, en fait, MCP à l'échelle. Les questions de déploiement, de passage à l'échelle, de sécurité, de scalabilité. Exactement. Oui, que ce soit un mainframe avec du COBOL ou des agents dans le cloud, il y a les mêmes problématiques. Est-ce qu'on peut dire qu'MCP, c'est le gagnant des différentes tentatives de standardisation d'IA agentique? Ouais, à ce jour, je pense que on peut dire que le buzz est en train de se transformer avec l'adoption par les différents acteurs de MCP. Bon, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça, mais il va y avoir, comme dans tous les standards, je ne me fais pas division, il va y avoir des choses, des gens qui vont faire des choses propriétaires à un moment donné aussi. Voilà, donc, mais oui, c'est un super support, parce que ça va permettre réellement de pousser l'agentique, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'agents, mais la réalité, c'est que quand on parle avec les grandes entreprises, on est au tout début. On ne va pas avoir des dizaines de corpos qui nous disent, oh oui, on utilise des agents de partout. Voilà, là on est entre nous. Marketing, c'est bien. Voilà, mais maintenant l'enjeu, c'est comment je les déploie, comment j'opère ça vraiment à l'échelle. Donc MCP a ça de bien, c'est que vraiment il met la lumière sur, ok, comment je vais interconnecter mon système, comment mon LLM va vraiment effectuer des agents. Voilà, vraiment, c'est la transformation. Comment j'ai, dans les années 80, un système d'exploitation sur lequel je peux connecter toutes les imprimantes du monde, et pas dire, ah bah oui, mais toi tu es sur Atari ST, moi je suis sur Amiga, on ne peut pas connecter les mêmes choses parce que le port n'est pas le même.
etc. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on dès le début, il y a une tentative de dire ok, on va standardiser et elle est ouverte. C'est pas voilà un acteur du marché qui dit non mais moi je définis mon propre standard. Et aujourd'hui, chez Mindflow, est-ce que vous avez des serveurs, enfin des tools qui sont ouverts, publics, dans lesquels on peut taper avec un protocole MCP? Alors nous, on a misé, on supporte MCP, mais on a misé en fait très tôt sur les API. Il y a plus de 2 ans en fait. Chez Mindflow, sans rentrer trop dans les détails, vraiment on intègre tout l'écosystème sur la base d'API. On a pris une direction on est parti des workflows no code en fait, et on a pris une direction vraiment différente du marché. C'est-à-dire qu'on a absorbé dans notre plateforme les API des éditeurs. On a 4000 produits aujourd'hui et on fait ça à l'échelle. On orchestre tout AWS par Wow. exemple, vraiment toutes les opérations. Donc on l'a fait sur la base de l'API. Donc notre moteur agentique en fait, aujourd'hui, il fonctionne déjà sans avoir besoin de coder les serveurs. MCP, etc. Ah, On est capable de se trop cool. connecter aux éditeurs sur cette base. Voilà. Parce qu'il faut bien réaliser qu'au final, le serveur MCP, qu'est-ce qu'il fait, il appelle des API. Okay. Le gros avantage de MCP, quand même, c'est que ces API peuvent être des API locales. Ça peut être des fichiers, ça peut être du système d'exploitation, etc. ou des API REST, etc. Donc nous, on a beaucoup misé sur les API REST en premier lieu. Et donc, on est capable de faire finalement ce que fait le serveur MCP de façon automatique. Et si vous regardez sur GitHub les serveurs MCP, il y a des gens qui, évidemment, ont fait ça, se sont dit, bon, on va pas coder 40 serveurs MCP, on va faire un MCP qui est un proxy, finalement, vers les API. Donc, il y a des gens qui sont mis à faire des serveurs MCP. Et si on y réfléchit, on a des agents, on pourrait très bien avoir des agents drivers qui codent ces serveurs MCP sans que les humains aient besoin de les faire. Et Voilà. ce matin, Donc, pas plus tard que ce matin, j'ai vu un serveur MCP générique pour résumer des pages web. On lance un container, on met une liste d'URL auquel le serveur MCP doit se connecter et il est capable d'aller lire ces URL. Je suppose qu'ils utilisent un LLM aussi pour faire des résumés, pour pouvoir poser des questions sur de la doc. C'était le cas d'utilisation que j'ai vu ce matin. Ce qui est sympa, ouais, c'est un peu ce que tu dis. Ce qui est sympa avec MCP, c'est que c'est quand même bottom, c'est-à-dire c'est vraiment voilà, du protocole, bas niveau, etc. Mais en fait, ça rend possible des use cases auxquels les gens n'avaient pas forcément pensé, parce qu'ils se disaient, oui, tiens, si je pouvais faire ça avec le LLM, mais ils n'avaient pas la structure et le standard sur lequel s'appuyer pour faire ça. Et là, du coup, évidemment, ça foisonne d'idées. Tiens, je vais connecter mon GitHub à Cursor, c'est génial, il va pouvoir aller prendre ma PR, etc. Moi, il y a quelques semaines, j'ai codé un truc sur cette IDE, je l'ai généré de zéro. J'étais mort de rire. Enfin, le truc me lançait mes commandes shell jusqu'à publier sur GitHub l'appli finale. Le déploiement était compris Ouais. dans les commandes en disant est-ce que tu acceptes que je le publie? Bah vas-y, fais-le, GitHub Pages, etc. Il s'en est occupé. Donc on est et avec MCP, effectivement, on peut imaginer dans les grandes entreprises, pour les développeurs, les DevOps, je suis dans mon IDE, il va aller lire la page Confluence où j'ai mes guidelines DevOps, s'en inspirer et donc du coup dérouler les actions. C'est pas de la science-fiction, ça fonctionne aujourd'hui déjà en fait. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait une démo qu'un de nos collègues, Olivier Leplu, faisait où il prenait des issues sur GitHub, générait du code pour résoudre l'issue et publier un PR, un pull request. À l'époque, c'était un peu magique, mais c'était évidemment très artisanal. Mais avec MCP, ça ouvre une autre dimension pour ce genre de choses. On rentre vraiment dans le concret, là. Oui, exactement. Nous, on a des clients qui font ça, des use cases assez marrants en termes d'infrastructure où on a une tâche agentique qui va lire un document de design et créer les bases de l'infra dans un repo GitLab, etc. et déployer un site web automatiquement, par exemple. Pouvons-nous nous risquer à quelque chose d'un peu difficile, un exercice difficile, c'est essayer de faire une prédiction. What's next? Enfin, où va-t-on? Je sais qu'on a déjà apporté beaucoup d'éléments de réponse à cette question, mais essayons de résumer ce qu'on a dit. On est début de 2025, on va peut-être pas aller au-delà de 2026. Je veux dire dans les prédictions, parce que c'est très risqué. Mais comment se façonne le monde dans lequel on va évoluer techniquement dans les prochains mois? Moi, je le disais tout à l'heure, mais je pense que l'émergence d'un nouveau métier qu'on avait déjà entrevu, on nommait ça prompt engineer. Je pense qu'on va entendre parler d'agent engineer maintenant, c'est-à-dire on s'élève d'un niveau. C'est plus seulement du prompt, c'est du prompt et des actions. Donc, il y a des métiers qui existent, qui vont être impactés par ça, mais qui finalement ont le même job. Les DevOps vont devoir opérer le déploiement d'agents dans les entreprises.
avec toutes les subtilités de sécurité que ça offre, hein, évidemment. Comment je restreins l'accès aux données. Donc je pense que ce métier spécialisé est inévitable, et que les gens vont devoir s'élever d'un niveau dans la stack, hein, comme on dit, et donc réfléchir plus aux missions qu'on va avoir les agents, plutôt que de réfléchir aux bits and bytes de comment on fait les choses. Donc voilà. C'est Ensuite, la je même crois évolution. beaucoup. C'est la même évolution. Je t'interromps avant que tu passes à l'idée suivante, de dire voilà, pour les DevOps typiquement, on partait de shell script pour configurer des machines, et puis il y a eu Ansible et Chef, et puis il y a eu CloudFormation et Terraform. C'est ce genre d'évolution. Ouais, absolument. Ouais, absolument. Et je crois beaucoup aussi à la transformation vraiment de l'expérience utilisateur. Je pense qu'on commence à l'entrevoir, mais il y a quelques jours, il y a quelque chose qui m'a fait marrer avec un de nos clients qui testait notre interface conversationnelle. En gros, on a un chat qui permet de faire ses actions, etc. Et la personne nous dit, c'est génial, en fait, j'ai pu faire l'affichage d'un dashboard sur un des outils, alors que l'outil n'a pas la feature, en fait. Il me dit, je cherchais cette feature, en fait, la feature a été faite parce que du coup, j'ai demandé au système, il a extrait les données, il m'a fait le tableau qu'il devait me faire. Et je crois beaucoup, en fait, au fait que les interfaces graphiques vont aussi évoluer en ce sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me connecte à des dizaines d'outils quand je suis un DevOps, hein, ou autre, à des dizaines d'outils dans des consoles qui peuvent être parfois complexes. Et finalement, l'environnement des agents va permettre de résoudre aussi en partie ça. Les interfaces graphiques vont probablement devenir beaucoup plus dynamiques. On peut imaginer une interface graphique qui est générée à la volée, en fait, hein. Le formulaire dont je parlais de la mairie va peut-être être adapté en live par l'agent en fonction des réponses. Et donc, je pense que voilà, j'entrevois en tout cas qu'il y a ça. Et puis, il y a la voix aussi. Je pense que la voix, c'est quand même le média avec lequel on communique tous les jours. Les agents, on le voit aujourd'hui avec les différents supports, on arrive à leur parler, à interagir. Moi, qui suis un peu vieux, c'est pas mon média de prédilection, mais je me dis, en fait, il y a plein de choses qu'on peut demander à la voix plutôt que de venir les taper. Quand il y a un DevOps qui est on-call durant un week-end, qui doit interagir avec un système, bon, peut-être que en fait, la voix a un intérêt, et on sait qu'aujourd'hui, on est capable vraiment de traduire complètement la voix vers des actions. Voilà, et on voit ça dans l'usage des plus jeunes. Ma fille a 18 ans, elle m'envoie jamais un message de texte avec WhatsApp ou avec un message. C'est fonction talkie-walkie, elle parle. C'est marrant c'est très marrant de voir ça. Je m'attendais pas à ça. C'est très générationnel, l'utilisation des vocaux. Mais effectivement, je pense que les jeunes, les juniors, les jeunes générations de tech qui arrivent, ils auront une utilisation très différente de ces outils-là. Oui, et puis on voit des choses comme Alexa V2 qui n'est pas encore disponible en Europe mais qui était annoncé aux États-Unis, qui est un outil conversationnel agentique, exactement comme on vient de le définir et parler, qui permet de faire ça. J'utilise énormément Perplexity pour mes recherches. Ils ont un mode voice qui est fantastique. Enfin, on a vraiment une conversation avec... Ah oui, alors moi, c'est pareil, ça, je me marre, hein, mais... pendant mes trajets en voiture ou pendant les vacances, ça m'est arrivé de parler tout seul au mode avancé de ChatGPT. J'ai pas honte, hein, pendant 45 minutes en disant voilà, sur un sujet technique par exemple. Donc je discute littéralement avec et c'est quand même assez bluffant. Et pour l'instant, ça se limite quand même globalement à des interactions de texte, enfin en tout cas d'une discussion. Mais quand il va y avoir le layer d'action dessus. On peut, voilà. Évidemment, les use cases les plus simples, c'est mets un rendez-vous dans le calendrier, fais-moi penser à rappeler un tel, etc. Et ça va interagir avec l'outil nécessaire. Mais réserve-moi une table sur The Fork pour pas faire de pub, appelle-moi un taxi. C'était les exemples d'Alexa avec Uber. Et là, on peut voir la puissance du truc derrière dans des cas de la vie quotidienne. On parle plus de tâches pour les développeurs. Didier Girard, qui est CTO de Sphere, une boîte de services partenaire d'AWS, aussi, enfin pas que, mais aussi disait récemment sur les réseaux sociaux, les assistants assistent, les agents agissent. Et j'aime bien sa phrase. Je crois que je l'ai déjà citée dans le podcast une première fois, mais elle m'a vraiment marqué. Le futur de l'IA passe par les agents qui peuvent donc
agir sur le système, que ce soit pour des tâches techniques, comme on a donné beaucoup d'exemples, ou peut-être dans quelques mois, dans un an ou deux, de plus en plus dans notre vie quotidienne aussi, avec différents moyens d'agir sur le monde extérieur, et puis comment l'IA agentique peut aider à coordonner, à découvrir, à enchaîner toutes ces tasks. Ce sont des sujets dont nous avons parlé avec toi, Fabrice. Je rappelle que tu es CTO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Mindflow. Vous trouverez le lien évidemment dans les notes de ce podcast. Si vous voulez tester les agents avec Bedrock, il y a la fonction d'agent et d'orchestration de multi-agents sur Bedrock. Il y a un framework open source aussi qui lui n'a rien à voir avec Bedrock, mais qui est fait par nos solution architectes et des ingénieurs de Professional Services qui ont déjà été invités d'ailleurs dans le podcast. Je vous mets les liens dans les notes. Il y a un super article de blog qui est sorti sur community.aws il y a quelques jours également sur comment interfacer des serveurs et des clients MCP avec Bedrock et faire l'interface entre le tool use dont tu parlais, Tiffany, avec MCP. Donc c'est juste la conversion de format grosso modo, mais l'article est très bien fait. Donc voilà, ça vous fait plein de ressources si vous voulez aller plus loin sur cette idée d'implémentation d'agents. Et puis essayez, allez-y, plongez-vous, écrivez un peu de code. Sur MCP, il y a des SDK en tout. Il y a du Go, il y a du C#, il y a du Python évidemment, du Java, du Swift. Je vous mets le lien vers le repo officiel de MCP Model Context Protocol, c'est ça? On parle par l'acronyme, mais je n'ai pas encore le nom. Merci à tous les deux pour vos réponses et vos questions dans ce contexte-là. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français. Cette semaine, on s'est peut-être vu au Summit à Paris, c'était il y a 2 jours, c'était mercredi. Donc à partir de la semaine prochaine, vous allez découvrir des épisodes qu'on a enregistrés au Summit. Il y aura peut-être un peu de bruit de fond derrière, mais j'aurai le plaisir, et avec toi Tiffany d'ailleurs, nous aurons le plaisir de parler à plusieurs clients. Je peux déjà donner quelques noms qui ont conformé. On parlera de sécurité avec Thales, on parlera data dans la chaîne de logistique alimentaire avec Steph. Voilà, ce sera à chaque fois des épisodes qui vont être publiés semaine après semaine dans les semaines qui viennent. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Laissez-nous vos feedbacks, vos réactions, vos commentaires sur les différentes plateformes. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez les épisodes tous les vendredis matins dans vos applications de podcast. À vendredi prochain, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.